Eh bien, bienvenue à la deuxième partie de notre révision après un redémarrage d'ordinateur et puis on utilise un nouveau logiciel en espérant que ce soit mieux que le précédent. Puis même, on est une autre journée, vous voyez, je suis pas habillé pareil. Euh, alors, on continue avec nos 4 P du marketing mix traditionnel. Là, on parle du prix la façon de fixer le prix dans le marketing des services utilise les mêmes approches que le marketing général, l'approche du coût, de la valeur et de la compétition. J'ai insisté un peu davantage sur le fait que chaque segment de marché peut percevoir la valeur de façon différente, ce qui va nous amener au yield management dont on a parlé à quelques reprises dans le cours. Alors, avant d'élaborer là-dessus, je vous fais remarquer qu'on a fait en classe un petit exercice de calcul du seuil de rentabilité. Ce ne sera pas à l'examen, il n'y a pas de calcul à faire à l'examen. Par contre, je pense que c'est une notion importante que les gens en gestion devraient maîtriser. Vous devriez être capable de faire un calcul de seuil de rentabilité dans des cas simples et puis au moins savoir le principe de calcul. Je reviens donc sur la valeur perçue dans nos 3 approches là, du coût, de la valeur et de la compétition. On dit la valeur pour le client, c'est un des facteurs par lesquels on va fixer notre prix. Alors là, on s'intéresse à la valeur nette perçue par le client. C'est la différence entre la valeur de ce qu'il se procure plus tous les coûts qu'il a besoin d'encourir pour se procurer ça. Et ce n'est pas seulement le prix du service dont on parle de tous les autres coûts autour de ça, la difficulté de se le procurer, alors combien est-ce qu'il doit dépenser en temps, en argent et en effort ou en inconfort pour pouvoir se procurer le service, sont tous des formes de coûts que le client encourt et vous devriez pouvoir me donner des exemples de ça et expliquer comment il est possible pour une entreprise, par exemple, de diminuer certains de ces coûts-là pour pouvoir en rajouter sur leur prix. Alors, c'est une des possibilités qui est offerte, puis vous devriez être en mesure de pouvoir expliquer ça, puis de donner des cas concrets. Dans le domaine du prix, il y a le yield management dont on a parlé à quelques reprises, et ça, c'est très important. Vous devriez être capable d'expliquer l'objectif du yield management, pourquoi on fait ça, et puis d'expliquer comment on met ça en œuvre, et de décrire des cas où est-ce qu'on offre des prix différents à des personnes différentes, dans des occasions différentes ou à des moments différents, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça apparaisse logique, équitable et attrayant quand même. Alors, pour que ça conserve une certaine équité par rapport aux clients, quelles sont les façons dont on peut organiser notre offre. Ensuite, voici le dernier de nos 4 P traditionnels, celui de la promotion. Et on regarde en quoi la communication marketing des services se distingue de la communication marketing des produits. Ce sur quoi elle doit particulièrement insister parce que elle a besoin de se rattacher aux aspects spécifiques des services et puis de répondre aux besoins de ça. Alors, on a utilisé un modèle tiré du monde journalistique, le modèle des 5 W, à qui on parle, qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on formule nos messages, puis comment est-ce qu'on les distribue. Alors ça, c'est pas particulièrement compliqué à comprendre, mais vous pouvez avoir besoin de l'expliquer et puis de l'illustrer avec des cas pratiques. Mais surtout, vous voulez vous pencher sur la question de savoir qu'est-ce que la communication marketing doit avoir de particulier pour répondre aux particularités des services. Par exemple, le fait que les services sont intangibles amène une impossibilité d'examiner le service d'avance. Alors, comment est-ce que la communication marketing peut tenir compte de ça? Peut-être en racontant ou en illustrant un épisode de consommation pour remplacer l'examen que le client pourrait faire d'un bien physique. Ou alors, il y a des particularités qu'on a vues dès le départ, des services comme par exemple la nécessité de faire correspondre la demande et la capacité. Bien, vous voulez peut-être pouvoir illustrer comment la communication marketing dans le domaine des services répond à ce besoin-là ou atteint cet objectif-là. Et une fois qu'on a terminé nos 5
nos 4 P traditionnels, ben on a le chapitre, le livre nous propose un chapitre sur le positionnement des services. Dans le cours, j'ai fait ça dans un ordre un peu différent, mais là, je reprends l'ordre du livre juste pour vous aider à passer à travers. Alors, ce qui est à retenir de ça, c'est le modèle des 3C, puis le modèle STP, puis la carte de positionnement. Je vous en parle pas davantage ici, juste je vous envoie là, et puis vous devriez savoir ce que c'est, puis être en mesure de l'expliquer, puis de l'illustrer. Ensuite de ça, on a abordé 3 P particuliers au marketing des services. Les processus sont le premier de ces P-là. Et puis là, on a passé assez de temps là-dessus, puis on a regardé le blueprint comme un outil pour décrire les processus, pour nous amener à faire le redesign des processus. On a aussi parlé dans ce chapitre-là des mauvais clients. Je ne vous pose pas de questions à l'examen sur ça. Vous pouvez sauter cette partie-là. Par contre, le blueprint, oui, il est important que vous le maîtrisiez, c'est peut-être un peu fort, je vous irai pas jusqu'à la maîtrise du blueprint, mais au moins, il faut en connaître tous les éléments qui sont illustrés ici en rouge et puis pouvoir dire comment est-ce qu'ils sont utilisés pour améliorer le service et en particulier pour faire le redesign des processus. Vous vous souviendrez que j'avais posé une question même à l'examen intra là-dessus. Je pense que c'est important puis c'est quelque chose à se souvenir. Relié au processus, au P des processus, c'est pas un P lui-même, là, mais il y a une préoccupation d'équilibrer la demande et la capacité de production dans le marketing des services. Et puis, on va regarder comment on peut agir sur la capacité pour l'ajuster à la demande. Alors ici, on a 5 façons dont on peut ajuster la capacité à la demande. C'est important de les connaître, puis de pouvoir les illustrer. Et puis, on a 5 façons d'agir sur la demande pour qu'elle se conforme à notre capacité. Puis là aussi, il faut pouvoir s'en souvenir et pouvoir les illustrer par des exemples concrets. La question de la gestion du temps, là, c'est dans le système des réservations, des listes d'attente. Notre deuxième P spécifique au service, c'est l'environnement physique. On voit même pas le P ici, là. L'environnement de service, c'est l'environnement physique, le P de physique. Alors, dans ce chapitre-là, on traite de l'importance de cet environnement-là, puis comment est-ce que les clients ils réagissent à ça, et puis comment est-ce qu'on peut se servir de l'environnement pour générer les réactions appropriées. Alors, on avait 2 modèles du comportement du consommateur qui nous parlent de ces réactions-là. Il y a certains stimuli dans l'environnement qui génèrent des émotions chez le client, puis ces émotions-là sont selon 2 axes là, de plaisir et d'excitation pour créer des environnements qui sont plutôt relaxants ou plutôt excitants. Et puis, les émotions des gens vont les amener à avoir des comportements qui vont être soit de s'approcher ou d'être attirés par votre service ou au contraire de vouloir l'éviter. Alors, l'important, c'est peut-être de se souvenir de quelles sont les composantes de l'environnement. Moi, j'ai utilisé plutôt le mot dimension dans mon cours, mais le livre utilise composante, là. Alors, quelles sont les composantes de l'environnement? L'atmosphère générale, l'organisation spatiale, les signes, symboles et artefacts, puis le client et le personnel en contact sont tous des composantes de l'environnement physique sur lesquelles vous pouvez jouer. Quand on parle du personnel en contact, par exemple, ça peut être les uniformes qu'ils portent. Et quand on parle des symboles et des artefacts, je vous avais dit que je vous montre que j'avais vu quelque chose de particulièrement intéressant, puis j'avais pas de photo pour vous, je m'en suis procuré une. Je vous montre ça dans un instant. Alors, mais ici, l'idée, c'est de pouvoir me dire quelles sont les composantes de l'environnement sur lesquelles vous pourriez jouer pour améliorer la satisfaction puis l'expérience de votre client. Alors, l'exemple d'artefact puis de signe, là, c'est celui-ci, c'est un centre de recyclage à l'Université Carleton que je trouve qui est particulièrement intéressant parce que ils utilisent effectivement des artefacts pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, c'est une façon de transmettre le script au client d'une façon que j'ai trouvé particulièrement efficace. Et notre dernier P spécifique au marketing des services, c'est le personnel. Alors, quelle est l'importance du personnel dans la livraison du service? Quels sont les défis que le personnel rencontre? Puis comment gérer le personnel? Alors, je vous invite à revoir cette portion-là du livre où est-ce qu'on parle du travail émotionnel que le personnel fait puis qui rencontre certains défis. Et puis, surtout, de vous souvenir quels sont les
les principales pratiques ou les bonnes pratiques recommandées en gestion de personnel. Alors ici, il y en a 5 en particulier que j'aimerais que vous vous souveniez puis que vous puissiez m'illustrer. Après nos 3 P spécifiques, on a parlé de certains aspects aussi qui sont propres au marketing des services, dans la relation avec la clientèle et puis la gestion de la rétroaction. Alors, on a parlé spécifiquement comment un client fidèle est plus valable, plus rentable pour une entreprise qu'un client nouveau ou occasionnel. Alors ici, il y a 5 éléments qui font que le client fidèle est plus rentable. Et puis, j'aimerais que vous puissiez me les expliquer, me les nommer et puis en donner des exemples concrets. On a été jusqu'à calculer la valeur à vie d'un client. On ne fera pas ça dans l'examen, je vous dis aucun calcul, sauf que je pense que c'est important que vous sachiez que certaines entreprises sont très intéressées au calcul de la valeur à vie d'un client et ils basent leur marketing beaucoup là-dessus. Alors, c'est une notion importante puis qui devient de plus en plus importante parce qu'elle est beaucoup utilisée avec les nouveaux médias où est-ce qu'on est capable d'avoir beaucoup de big data. Quelques bonnes pratiques en gestion de la relation client pour créer de la fidélité. Là aussi, un peu comme en gestion du personnel, je m'attends à ce que vous puissiez me décrire ou me nommer, me décrire brièvement ces 5 bonnes pratiques de la relation client pour créer de la fidélité et puis m'en donner des exemples concrets. On a parlé des outils technologiques pour faire ça. Dans l'examen, je ne vous poserai pas de questions sur les CRM puis toutes les méthodes technologiques pour maintenir la relation client. Vous pouvez sauter ce chapitre-là. Par contre, on va parler de la gestion de la rétroaction. C'est pas toujours des plaintes. Des fois, c'est des suggestions, mais mettons que les plaintes sont importantes dans la gestion de la rétroaction. Et puis, le chapitre parlait aussi de la garantie puis de l'amélioration continue par la gestion de cette rétroaction-là. Ce qui est important peut-être de retenir de ce chapitre-là, c'est quels sont les grands principes de la réparation de service. Si vous voulez comme bien servir vos clients, le mieux, c'est de bien les servir au départ. Mais si vous manquez votre coup pour une raison ou pour une autre, quelles sont les façons dont vous pouvez récupérer ça et puis éviter que ça dérape? Alors, ce sont les 3 grands principes de la réparation de service. Permettre aux clients de donner leur avis, mettre en place un service après-vente efficace avec du personnel entraîné et doté du pouvoir de régler les choses, puis d'offrir une compensation adéquate qui est fonction de la gravité de votre manquement, puis aussi du type d'entreprise que vous avez. Alors, je m'attendrais à ce que vous puissiez m'expliquer comment on peut mettre ça en place dans un commerce de détail ou un restaurant. Par exemple, on va au restaurant puis les serveurs, parfois, nous disent « Alors, madame, vous avez bien aimé? » Et puis, ils n'écoutent même pas notre réponse. Bien, ça, c'est peut-être du personnel entraîné. On voit bien qu'ils suivent un script, mais ils n'appliquent pas cette pratique-là jusqu'au bout, d'aller vraiment chercher la valeur de la réponse du client puis de gérer la rétroaction. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez comment mettre en place un bon service de réparation de service. Et on termine avec 2 concepts, deux derniers chapitres. Un sur la qualité et la productivité. Alors, on a parlé de différentes conceptions de la qualité, puis on a vu en particulier le modèle des écarts. Puis je voudrais que vous puissiez m'expliquer la différence qu'il y a entre la qualité du service et la satisfaction du client. C'est 2 choses différentes, mais interreliées. Comment la qualité du service est reliée à la productivité des processus, ce sont 2 choses différentes. Et ça peut être, un service peut être productif et pourtant d'une qualité moyenne. Comment est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Qu'est-ce qui fait que la productivité peut augmenter la qualité? Alors, distinguer qualité, satisfaction, productivité et rentabilité. Je sais qu'on a parlé beaucoup du modèle des écarts. Vous aviez une question à l'examen intra, vous l'avez utilisé dans vos travaux. Alors, je vous dispense de revoir ça pour l'examen. C'est un peu complexe, c'est certainement très important, mais je vous dis d'avance, il n'y aura pas de questions sur le modèle des écarts. Alors, vous pouvez sauter ce bout-là. Je pense que ça va... mettez votre intérêt ailleurs pour la préparation de l'examen. Et on finit avec le leadership et la gestion. Là,
On a commencé presque avec ça en vous parlant de l'intégration du marketing, de la production et des ressources humaines, mais on finit ici en expliquant comment tout ça s'est relié. Là, vous n'avez rien de spécifique à retenir, mais vous devriez pouvoir m'expliquer comment ces choses-là, effectivement, sont interreliées. Alors, ben c'est tout, ou presque, puis on continue avec mes conseils sur la préparation de l'examen.